Troisième partie des bases de spectroscopie. On va parler aujourd'hui de quelques bases concernant la spectroscopie RMN, qui a été simultanément mis en évidence, on pourrait dire inventé par Félix Bloch et Edward Purcell dans les années 50, 1946, quelque chose comme ça. Curieusement, deux endroits différents. Bon, il n'y avait pas Internet à l'époque, mais ce sont deux choses qui ont été... En deux endroits différents, on a trouvé le même principe dont on va parler. Voilà le sommaire que je vous propose par rapport à cette spectroscopie RMN. Pourquoi on utilise la RMN? On introduira ensuite la notion de spin nucléaire. On verra l'interaction entre un spin et un champ magnétique. Je vous parlerai de la relation de Boltzmann, de l'interaction entre un spin placé dans un champ magnétique et d'une onde électromagnétique. On verra ensuite ce que ça apporte l'inversion de spin et la résonance. On verra un principe de mesure en RMN, une petite définition de la formule concernant la transformée de Fourier, un schéma de principe d'un spectromètre RMN. On parlera ensuite du blindage des noyaux et des protons équivalents. Je vous parlerai du tétraméthylsilane, du déplacement chimique en prenant un cas, celui du diméthylbutadé 1N. On verra quelques déplacements chimiques et je proposerai une méthode d'analyse d'un spectre RMN suivi d'un exemple. Alors pourquoi utiliser la RMN, c'est-à-dire la résonance magnétique nucléaire? On va définir tout ça. Eh bien, la spectroscopie RMN, ça permet une analyse complémentaire de celle qu'on avait eue par la spectroscopie infrarouge, notamment sur les groupes qui portent l'hydrogène, comme la liaison CH. Ça permet d'obtenir l'environnement des atomes d'hydrogène, pour ce qu'on va étudier ici, et par là même la structure de la molécule qu'on étudie. Alors il existe plusieurs types de spectroscopie RMN, basés sur l'hydrogène, le carbone, le phosphore, qui vont permettre d'évaluer l'environnement des différents atomes. Et nous, on va s'intéresser ici à la spectroscopie RMN du proton du noyau d'hydrogène. La RMN, c'est une technique qui est en pleine expansion grâce au progrès de l'informatique qui nous permet aujourd'hui de calculer des algorithmes rapides de transformation de Fourier, par exemple, de filtrage ou de choses comme ça. Et c'est également lié à toute l'évolution croissante des aimants supraconducteurs pour pouvoir obtenir des champs magnétiques intenses. Les principales applications qu'on va trouver au niveau de la RMN, eh c'est tout ce qui est l'élaboration des structures chimiques. Et on va retrouver beaucoup de RMN dans l'imagerie médicale sous forme d'IRM. D'ailleurs, dans l'IRM, on a fait disparaître le terme nucléaire pour ne pas faire peur aux gens, pour la petite histoire. On va commencer par aborder la notion de spin nucléaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un noyau, il va être observable par résonance magnétique nucléaire s'il présente des propriétés magnétiques qui sont caractérisées par l'existence de ce que l'on appelle un moment cinétique I qui est non nul, qu'on appelle le spin. Alors, le moment cinétique tout à fait dual avec celui qu'on trouve en mécanique. Alors pour rappel, la théorie ne tenant compte que des nombres quantiques n, l et m ne permet de prévoir qu'une seule énergie de transition. Nous, il faut qu'on aille un petit peu plus loin pour comprendre cette spectroscopie RMN. Il faut qu'on introduise la notion de spin qu'on avait déjà un petit peu parlé, mais pas trop dans le détail, pour rendre compte de la structure fine du spectre de l'hydrogène qui est incomplète lorsque l'on tient uniquement compte des nombres quantiques n, l et m. Alors comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la description, je dirais, qualitative de cette notion de spin nucléaire? Eh bien, on va associer au spin un moment cinétique, ça on vient de le dire, qui est analogue à celui qui résulterait de la rotation sur elle-même d'une particule, que ce soit un électron, un proton ou un neutron, de dimension nulle. Donc nous, en l'occurrence, ici, on va beaucoup travailler avec des spins qui sont liés à un proton. Le spin, il va associer à la rotation du proton un moment magnétique mu, qui est différent de celui du moment cinétique. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le proton il va posséder une charge, il va finalement
avoir un comportement identique à un aimant, avec un pôle nord et un pôle sud. Les moments que l'on vient de définir, cinétiques et magnétiques, eh bien, ils sont caractérisés par deux vecteurs, on l'a vu, qui sont collinéaires et qui sont liés entre eux par un rapport qu'on appelle le rapport gyromagnétique de spin nucléaire gamma. Donc on a la relation vectorielle, mu est égal à gamma fois I. On va définir pour le proton deux états magnétiques distincts, qu'on va appeler petit m égale 1,5 et petit m égale moins 1,5. Et ça va signifier que ces deux états, ils vont quantifier les états de spin du proton. C'est très important, hein, on en a déjà parlé, la quantification d'informations. L'état magnétique d'un proton, il peut prendre que deux valeurs. Remarque, d'une façon générale, si le numéro atomique Z d'un atome et son nombre de masse sont pairs, eh bien on aura un moment cinétique I qui est égal à 0 et on ne pourra pas faire de spectroscopie RMN. Donc on va avoir des limitations par rapport à ce type de spectroscopie. Si on utilise le modèle de nos petits protons avec un spin, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire qu'en l'absence de champ magnétique, puisque toute cette spectroscopie est basée sur l'influence de la partie magnétique de l'onde électromagnétique et non pas le champ électrique qu'on avait vu avant, en l'absence de champ magnétique, eh bien les spins ils ont une orientation aléatoire qui varie en permanence. Donc comme on l'a vu souvent précédemment, on aime bien ramener ça au niveau d'énergie hein, pour comparer des choses entre elles. Donc d'un point de vue énergétique, les noyaux ils vont former une population désordonnée qui est d'un point de vue énergétique dans un état qu'on appelle dégénéré. Alors une première chose qu'on peut faire, c'est soumettre l'ensemble de cette population à un champ magnétique B0. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien, si on met un champ relativement intense de 1,5 Tesla, eh bien, en présence de ce champ magnétique B0, chaque moment magnétique qui auparavant était désordonné en l'absence de champ, eh bien, il va interagir avec ce champ magnétique B0 en s'orientant dans le même sens que ce dernier. Mais pas toute la même direction, mais le même sens. Il va y avoir quelque part un phénomène de polarisation où deux populations vont apparaître avec chacune des spins opposés. Donc cette première structuration dans l'espace, je dirais des spins, permet d'évoquer ce qu'on appelle une levée de dégénérescence. On a déjà une organisation qui se crée dans le chaos qu'on avait précédemment. Donc, la population qui va concerner les spins dirigés vers le bas, on va rattacher ça à la lettre petit m égale moins ennemi, qu'on va appeler bêta, on va associer la lettre grecque bêta, et les spins qui sont dirigés vers le haut, dans l'autre sens de rotation, eh bien, on va affecter à cette population de spins la lettre petit m égale plus 1,5, qu'on va également utiliser, ou on va également utiliser la lettre alpha pour repérer le sens du spin. Alors je vous l'ai dit, quand on discute, on aime bien toujours ramener ça à des énergies, notamment une énergie qu'on avait pas mal développée dans la spectroscopie infrarouge, qui est l'énergie potentielle. Eh bien, lorsqu'un noyau, un proton, est soumis au champ magnétique B0 tel qu'on vient de l'évoquer, son énergie potentielle elle est modifiée par ce qu'on appelle un couplage, et sa valeur, elle devient, en termes vectoriels, E est égal à moins mu fois le vecteur B0. Alors, mu, c'est le même qui mettait en liaison le moment cinétique et le moment magnétique, hein, si vous reprenez les premières diapositives. Voilà, il met en relation donc l'énergie potentielle sous forme de vecteur avec le champ magnétique B0. Alors après, je n'ai pas détaillé tous les calculs parce que ça les aurait alourdis. Je vous donnerai des références tout à la fin du cours si vous le souhaitez, notamment des sites universitaires, mais après, on n'en fait jamais bien grand-chose des grandeurs vectorielles en elles-mêmes, à part calculer des divergences, des rotationnels, des choses comme ça, comme on a introduit la notion d'onde, mais pragmatiquement, pour quantifier des choses, on aime bien les projeter dans des systèmes d'axes et puis en déduire des conclusions. Donc,
cette énergie, quand on va faire certaines projections pour un proton, on va pouvoir décomposer en deux. L'énergie associée à un mouvement de spin, m égale plus 1,5, c'est-à-dire E à 10A en termes d'énergie, des joules là, hein, donc qui vont être égales à moins gamma fois 1,5 H sur 2 pi fois B0. Et l'énergie rattachée à l'autre sens du spin, donc dirigée vers le bas dans notre petit modèle graphique, E indice bêta qui est égal à plus gamma fois 1,5 fois H sur 2 pi fois B0. Donc dans cette levée de dégénérescence, on met en évidence une certaine quantification de cette interaction de la forme E égale moins gamma m B0, où H, dans les formules, c'est la constante de Planck qu'on avait déjà évoquée. Si on va un petit peu plus loin de ce qui se passe, eh bien, on va voir que le noyau, alors je dis noyau au proton, hein, c'est bien sûr le proton du noyau d'hydrogène dont on parle dans cette partie de cours. Lorsque le noyau est soumis au champ magnétique B0, si on regarde un petit peu plus loin ce qui se passe au niveau du spin, eh bien on va voir que le spin il décrit ce qu'on appelle un mouvement de précession autour d'un axe parallèle à celui de B0 en balayant un cône de révolution autour de cet axe. Donc vous voyez que le vecteur mu en bleu, il parcourt la génératrice du cône, si vous voulez, à une certaine fréquence oméga 0. Donc dirigé dans le même sens, dans la même direction que le champ magnétique B0. Et on a un mouvement de précession avec un angle donné qui n'est pas censé bouger dans un premier temps. Une chose à savoir, c'est que la fréquence oméga 0 de ce mouvement de précession, eh bien, elle augmente avec l'intensité du champ magnétique B0.